Ici Florence K. Vous me connaissez surtout pour ma musique, mais là, je veux vous parler de santé mentale. D'ailleurs, le titre de la série, Une personne sur 5, fait référence à la proportion de Québécois qui seront affectés par un trouble mental au cours de leur vie. Dans la conversation qui suit, je fais le ménage entre l'anxiété, les attaques de panique et le trouble panique avec mes invités, le journaliste Pierre Craig, qu'on connaît entre autres pour avoir animé l'émission La Facture, et le psychologue et vice-président de l'organisme Phobie Zéro, Camilo Zacchia. Bonne écoute! Bienvenue à Une personne sur 5. Comme doctorante en psychologie, les psychologues ont un doctorat, même si ce ne sont pas des médecins comme les psychiatres. C'est essentiel pour moi de parler des nuances et des raccourcis qu'on peut faire entre l'anxiété et les troubles mentaux. Et mes invités, Pierre et Camilo, sont vraiment doués pour vulgariser et faciliter la conversation à propos du trouble panique dont il est question dans cet épisode. Messieurs, merci d'être ici. Bonjour Florence. Bonjour Florence, c'est un plaisir. Le trouble panique, qu'est-ce que c'est? Dans le trouble panique, on vit des attaques de panique de façon récurrente. On a peur de les voir revenir, puis on peut se mettre à changer notre comportement pour éviter certaines situations où ça nous est déjà arrivé, entre autres. L'attaque de panique, c'est la crise elle-même. C'est pendant l'attaque qu'on ressent des sensations physiques très désagréables comme une impression d'étouffement, des étourdissements, une sensation qu'on va s'évanouir, une accélération du rythme cardiaque. On peut avoir peur de perdre le contrôle et même peur de mourir. Des attaques de panique, elles peuvent survenir dans différents troubles mentaux, mais dans le trouble panique, elles prennent toute la place. Puis elles en viennent même à entraver notre fonctionnement au quotidien puis à causer de la détresse. Et le trouble panique, lui, il fait partie de la grande famille des troubles anxieux. Bon, beaucoup de mots, alors on va s'aider avec des exemples concrets. Pierre Craig, journaliste, avec un trouble panique. Hey, c'est quand même, on a l'impression que les journalistes, vous êtes un petit peu immunisés à l'anxiété pour faire ce job-là. Mais alors, comment ça s'est passé, toi, tes premières attaques de panique? Écoute, la première dont je me souvienne, je dis ça, dont je me souvienne, parce que j'en ai peut-être eu, puis je voyais pas. De toute façon, lors de cette première attaque, j'ai pas pu mettre le mot ou le concept attaque ou crise de panique dessus. Je savais pas ce qui se passait. Moi, j'avais été, septembre 2001, les 2 tours du World Trade Center sont attaquées, elles s'effondrent. À ce moment-là, je suis en train de faire une entrevue avec Michel Auger, qui avait été tiré par les Hells Angels. On est au niveau C de Radio-Canada. Quand on a fini l'entrevue, on sort. Il y a un chef technicien de Radio-Canada qui vient me voir et dit « Pierre, vite, monte. » C'est moi qui est de garde. C'est moi l'animateur du midi, donc c'est moi l'animateur de nouvelles. Monte vite, il y a un avion qui a percuté l'une des 2 tours du World Trade Center. Michel Auger, je fais juste l'anecdote, il dit « Ouais, je pense pas que mon entrevue va être diffusée aujourd'hui. » Il avait bien raison. Je monte et rapidement, 15 minutes plus tard, il y a le 2e avion, puis tout ça. Alors, c'est moi qui a fait les 5 premières heures de l'attaque de septembre 2001. Une année ou 2 plus tard, Paul Hood et Dominique Bertrand, ils font une émission en direct à Radio-Canada juste après mon bulletin de nouvelles du midi. Ils me disent « Pierre, veux-tu venir nous parler de ce que tu as vécu durant cette période-là? » Puis je me rappelle que ça me tentait, ça me faisait plaisir d'y aller. J'entre sur le plateau, Pierre Craig, patati patata, un peu de musique, pouf, tu vas t'asseoir. Et là, on commence à parler. Et puis à un moment donné, je sens le début d'un évanouissement. Ça vient pas tout d'un coup, là, ça vient doucement. Il y a un voile noir qui descend bien tranquillement, là. Je vais m'évanouir en direct devant 500 000, 600 000 personnes qui écoutent. Donc, tu as la sensation que tu vas t'évanouir et tu as la peur que tu vas t'évanouir. Je suis terrorisé. Tu as les deux à la fois, la peur et la sensation de ce qui arrive. Pour mon image, de quoi je vais avoir l'air. Puis tu sais, je dis ça, là, moi, je mesure 1,90 m, je pèse 225 livres. Je veux pas me vanter, je veux dire que les gens ont l'impression d'une force. Oui, vraiment. Puis c'est pas vrai.
Si je m'évanouis, je vais avoir l'air faible. Je ne correspondrai pas dans le regard des autres à l'image qu'ils ont de moi, que je perçois dans leurs yeux, comme quelqu'un de fort, presque à la limite invincible, ce que je suis pas, mais du tout, là. Donc, je commence à m'évanouir, puis écoute, tu vois là, comment je serre mes poings, là, je m'en rappelle. J'utilise toute ma force physique et morale pour résister à l'évanouissement. Puis ça commence à devenir extrêmement épeurant parce que je vais m'effondrer. Je le sais que je vais m'effondrer. Mais Paul Oud, lui, je voyais son regard là, s'écarquiller tranquillement. Il avait peur de ce qui allait m'arriver. Est-ce que peut-être qu'il se disait, il est en train de faire une crise cardiaque, un infarctus, je ne sais pas trop. Et écoute, au moment où moi je perçois que je vais vraiment m'évanouir, je suis sauvé par la cloche du commercial parce qu'on est en direct. Le commercial arrive et là, Paul me dit, Pierre, qu'est-ce que t'as là? T'es blanc comme un drap. Je devais être blanc comme le divan ici, là. Et écoute, je me rappelle qu'on a fini l'entrevue, mais j'étais, je dirais, au quart de moi-même, de la capacité que j'avais à raconter les choses, à dire les choses. Et je suis sorti de là sur les genoux, sur les coudes. J'étais physiquement épuisé et moralement un peu défait. Parce que tu te dis, c'est quoi cette affaire-là? Camilo, tu as 45 ans d'expérience en lien avec les troubles anxieux. Est-ce que l'histoire de Pierre reflète un peu la façon dont ça se présente, la première attaque de panique? C'est un classique. Ah oui, OK, bon, Pierre. 10 sur 10, Pierre. En effet, on peut le définir comme la peur d'avoir peur. Et voici un peu d'où ça commence. Toute l'anxiété, c'est ce qu'on ressent quand on est menacé par quelque chose. Si je marche dans la forêt et je vois quelques feuilles bouger et je regarde en détail et là, je vois un ours en train de circuler, tout de suite, je vais avoir une réaction forte, physique, intense, mais je ne vais pas le questionner. Je ne vais pas dire pourquoi mon cœur me débatte. Ouais. Je me sauve. Je ne suis plus en danger. Je me calme sans rien faire. Mon cœur se calme tout seul le moment que le menace est enlevé. Le lendemain, par contre, si je vois quelques feuilles bouger, tout de suite, je réagis. Même si cette fois-là, c'est juste le vent qui fait bouger les feuilles. C'est-à-dire que je deviens hyper vigilant quand j'ai vécu quelque chose. Et à cause de ça, je réagis à tous les indices, même les fausses alarmes. OK? Mettons ça à côté maintenant. Imagine quelqu'un qui est dans son sous-sol et ressent une palpitation, une arythmie ou quelque chose, un spasme musculaire, n'importe quoi, et pense, est-ce que c'est une crise cardiaque? C'est quoi une réaction normale à ça? On va réagir à la pensée que j'ai une crise cardiaque de la même façon que si je vois un lion, un ours devant moi. Je vais avoir une réaction forte, physique, intense, mais je ne vais pas questionner normalement ma réaction. Je vais quand même avoir une grosse réaction. Imagine maintenant que je m'en vais à l'hôpital. Le médecin m'a dit, finalement, M. Craig, c'est juste une attaque de panique, va voir un psy. On est soulagé, mais mon Dieu, on vient de vivre l'enfer. C'est quelque chose que je ne veux pas revivre. Je deviens hyper vigilant de mon corps. Donc, la peur que ça s'en vient, c'est l'anxiété face à l'anxiété. C'est-à-dire que une panique est une réponse à une menace. Ça prend une menace. Si je suis menacé par la panique me cause de la panique. Et en passant, j'aimerais adresser la question de t'évanouir. Tu as vécu beaucoup de panique dans ta vie. Oui, je peux pas. Combien de fois tu as perdu connaissance? Jamais. Jamais. Même dans les pires moments. En passant, peux-tu juste paniquer pour moi maintenant, s'il te plaît? Paniquer pour toi? Oui, vas-y, on va attendre. Tu veux que je panique pour toi? Oui. Mais je suis pas capable. Jamais une fois dans ma carrière, j'ai réussi à convaincre quelqu'un de paniquer devant moi. Ça marche pas. Parce que quand c'est pas grave si on panique, on ne peut pas paniquer. C'est la peur de paniquer qui le crée. Pierre, tu as eu cette première attaque de panique-là. Pourquoi, toi, tu penses que c'est arrivé? L'origine de ce quasi-évanouissement, je pense que c'est ce que je suis profondément. Moi, tu sais, l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de moi qui nie les qualités que j'ai en moi et les autres qui les voient
et qui me disent « Pierre, t'es capable de faire ça? » Moi, je dis « Ben non, j'ai bien trop peur. » Mais j'ai toujours eu peur. Peur de parler devant la classe. Peur de tout. La racine de ça, là, c'est dans l'anxiété, dans l'angoisse qui est mon lot que j'ai reçu. Ouais, en effet, tu commences avec une alarme plus sensible que d'autres, donc généralement un peu anxieux. Mais il y a cette alarme sensible dans ton corps. Et on peut faire plein de choses pour réduire les risques, mais on n'a jamais le contrôle absolu. Donc, ça rentre aussi dans un peu le caractère d'un journaliste qui ne se donne pas la permission de se donner une... Journaliste, mais aussi un homme. Et un homme au physique et aux caractéristiques physiques de paraître qui sont les miennes. Mais ça, vivre là-dedans, Pierre, pendant des années, grandir là-dedans, se développer là-dedans avec cette idée que tu peux pas être vulnérable. Est-ce que tu as fini par en parler? Bon, moi, j'ai beaucoup consulté en psychologie dans ma vie. J'en ai ressenti le besoin, puis comme ça me faisait beaucoup de bien, ben, j'ai continué. J'ai vraiment beaucoup consulté. Puis pour moi, c'est la même chose qu'aller au gym. Je suis bien si d'accord. Je vais au gym, je prends soin de mon corps. Si je vais voir le psychologue, puis à partir du moment où les mots troubles panique ont été mis sur ce que je ressentais, ben là, je suis allé consulter. Puis le résultat de la consultation, c'est plus tu te bats contre ta crise de panique, plus elle t'envahit. C'est ce que je comprenais. Donc, la solution, c'est de dire, puis je me rappelle encore des mots de la psychologue, la crise s'en vient, ben tu y parles, tu lui dis, ouais, let's go, on va s'en péter une bonne. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu utilises avec tes clients? En effet, si j'ai quelqu'un dans le métro qui est en train de paniquer, et je dis, qu'est-ce que tu vis? Mon cœur me débat. Alors, peux-tu augmenter le rythme cardiaque? Ou quelqu'un qui a peur de s'évanouir. Je dis, mets-toi sur une patte. Et des fois, je même les pousse un petit peu. Mais c'est bon, ça. C'est comme si la crise de panique, c'était un adversaire au judo. C'est quoi le judo? C'est se servir de la force de l'autre contre lui. La crise de panique se sert de toute la force. Et plus la force que j'y mets pour lui résister est grande, plus elle me colle les épaules au tapis. Cette capacité à lâcher prise, là, à surfer sur la vague un peu, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Comment on fait pour en arriver là? En effet, c'est ça le but, d'apprendre que finalement, il n'y a rien à craindre, point final. Et non pas, il n'y a rien à craindre en autant que je me calme, en autant que je respire bien, en autant que mon cœur se calme. Finalement, il n'y a aucun danger parce que c'est seulement une réaction à ta peur qui te donne ces réactions. Aussitôt que tu n'as plus peur d'avoir peur, si tu dis finalement, il n'y a rien qui va passer, c'est fais confiance à ton corps. Fais confiance au fait qu'il n'y a pas eu vraiment de conséquences. Tu n'as jamais eu une tombée, tu n'as jamais perdu connaissance, tu n'es pas mort, tu n'as pas une crise cardiaque à cause de ça, tout le reste. Donc finalement, si on est capable de faire confiance à notre corps, c'est juste une fausse alarme. Laisse sonner la fausse alarme, ça va passer. Sauf qu'une crise de panique, c'est comme un ennemi qui vient derrière toi sans que tu l'entendes puis qui te prend à la gorge. Tu n'as pas le temps de réfléchir, tu n'as pas le temps de te ramener les concepts que tu as appris dans une psychothérapie, tu as le temps de rien faire. Et là, la peur de ce qui va arriver, enfin, quand je dis la peur, c'est la terreur. C'est une terreur sans nom, là. Oui. C'est l'enfer psychologique, là. Tu vas... tu sais, j'en ai fait une autre. À un moment donné, bon, Madame Suto, tout le monde la connaît, Janine Suto décède. Là, c'est des funérailles nationales. Dans l'Église, il y a tout le monde, le premier ministre, le maire, l'archevêque, les dignitaires, tout le gratin du Québec et de Montréal est rendu là parce que Madame Suto, c'est une héroïne nationale, puis tout le monde veut lui rendre hommage. Et peut-être après une heure et demie de temps, ça commence à partir dans ma tête. Je sens que je vais commencer à m'évanouir. Puis là, je dis, oh non. La seule idée qu'il y a dans ta tête, c'est survivre. Puis les images qu'il y a dans ta tête, tu sais, je vous ai dit, là, 1m90, 225, quand ça tombe à terre, ça fait beaucoup de bruit. Ça arrête la cérémonie. Tous les yeux se braquent vers toi. Ils font venir l'ambulance et tu sors de là et toutes les caméras sont sur toi. Puis tu fais partie de la nouvelle pour de très, très, très mauvaises raisons. Je l'avais dans ma tête, ça.
Je ne sais pas comment je me suis rendu à ma voiture. Je ne veux pas banaliser la panique et le terreur que tu vis. C'est clair que c'est l'enfer de vivre ça. La réalité, c'est qu'il n'y a rien de grave qui arrive à ton corps. Psychologiquement, c'est le terreur, point final. Camilo, quand on vit des attaques de panique, c'est quoi la première étape? En termes de traitement, ouais. Alors, selon moi, la première chose qu'il faut faire, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, un élément de ce qu'on appelle la psychoéducation, de comprendre c'est quoi une attaque de panique et qu'est-ce qui déclenche ça. Si on pense qu'il y a quelque chose subconscient ou autre chose, on va lutter contre ça. Si finalement, je comprends le mécanisme, le fausse alarme qui fait déclencher le mécanisme d'anxiété contre lui-même, c'est plus facile à sortir de ça. Pour le faire, on va demander aux gens de soit le vivre et rien faire ou de s'exposer à ça. C'est graduel. On fait cette exposition-là de façon graduelle. En effet, c'est ultimement, le but, c'est d'apprendre qu'il n'y a rien à craindre, point final, et non pas si je contrôle ma respiration, mon cœur, tout le reste. Non, c'est pas grave. Donc, le moment qu'on enlève la menace, le corps va se calmer, je vous garantis. Puis, tu as mentionné donc l'intervention psychologique, mais on peut également trouver beaucoup d'outils pour nous apprendre à faire de l'autogestion, comme tu as dit aussi, d'apprendre à connaître un peu d'où ça vient, dans quelle situation. Il y a un guide qui a été publié par le MSSS. C'est un guide d'auto-soin. Puis, dans le cas du trouble panique, le guide d'auto-soin nous suggère d'identifier nos pensées anxiogènes et de développer un discours intérieur plus réaliste et constructif lors d'une attaque de panique. Et ça, j'ai l'impression que ça rejoint ce que tu disais, là. Il n'y a rien à craindre. Ton corps est correct. Puis, on retrouve dans ce guide-là une liste de questions du genre « Quelles sont mes craintes principales avant d'affronter une situation anxiogène? Quelles sont les sensations physiques que je redoute? » Donc, dans ton cas, Pierre, ça aurait pu être l'évanouissement. Quelle est la probabilité réelle que ça arrive? Donc, quelle est la probabilité réelle que je m'évanouisse aux funérailles de Jeannine Suto? Puis, quelles conséquences, encore une fois, y aurait-il vraiment si ça arrive? Donc, il y a un aspect dans l'éducation psychologique aussi de connaissance de soi, d'apprendre à nous connaître. C'est comme une introspection que ça peut permettre, ça. Puis toi, Pierre, t'en as parlé, tu as fait de la psychothérapie, tu t'en as parlé ouvertement aussi. Ce serait à quel moment là, que tu as décidé, moi, je veux plus avoir peur, je vais en parler, et cette image du grand gars là, de 1,90 m qui est supposé pas avoir de vulnérabilité, je vais briser cette image-là pour être moi-même. Ça s'est passé sur une période de 20 ans. Moi, il n'y a pas une décision à un moment donné ou un point tournant. Je m'en suis occupé, j'ai eu des séances de psychothérapie, mais je pense que j'ai fini par accepter que c'est moi. Tu sais, aujourd'hui, je fais le bilan de ma vie, malgré tout ce que j'ai vécu, les stress, l'anxiété, l'angoisse, les crises de panique. Je vais te dire, tu me demandes la question, puis le bilan de ta vie, j'ai une vie heureuse. J'ai mené une vie heureuse. La panique, l'angoisse, le stress, tout ça, là, ça vient t'enlever des choses. Mais ça fait pas juste t'enlever des choses, ça donne quelque chose. Ça m'a empêché d'être arrogant. C'est correct d'avoir peur aussi des fois. Moi, j'appelle ça le repli stratégique. Je pense que, oui, il va probablement arriver que j'en fasse une autre crise de panique. Puis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu l'as dit, Camilo. Je mourrai pas, puis il n'y a rien de grave qui va se passer. Puis, c'est ça. J'ai fini par accepter tout ça. C'est pas compliqué. Pierre Craig, c'est un gars qui fait des crises de panique. C'est très beau, là, cette façon de s'assumer en entièreté. Puis moi, une phrase que j'aime beaucoup dire, parce que je vis moi-même avec le trouble bipolaire de type 2, et je considère que malgré le trouble mental, je suis en excellente santé mentale. Je suis tout ça. Et je suis bien. Et je pense que c'est un message qui est important pour les auditeurs, pour les auditrices aujourd'hui. Je ne saurais pas te remercier assez pour ce témoignage-là. Je crois que ça va rejoindre beaucoup de gens aussi. Et je tiens à le préciser, beaucoup de gens dans des milieux où est-ce qu'on doit être l'homme fort ou la femme forte. Camilo, ça m'a tellement aidé à comprendre de nombreuses nuances. Et j'ai aussi l'impression d'avoir pu concrétiser tout ce que je lis dans mes livres au niveau de la théorie. Avec tes exemples tellement illustrés, je trouve que c'est une excellente façon de comprendre ce qui se passe dans la tête quand on vit ça. J'ai vraiment beaucoup appris avec vous. Pierre Craig, Camilo Zacchia, un immense merci. Merci à toi, Florence.
Merci Florence, c'était un plaisir. Si vous voulez retrouver les ressources dont on a parlé dans l'épisode ou si vous avez besoin d'autres ressources, rendez-vous dans la section « À propos » du balado.